Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tête Inuit Télévision. Voici les titres de ce soir. À l'hôpital du Taounais pérennise une centaine de postes. C'est la décision actée ce matin lors du conseil d'administration du CHPF. Une décision saluée en interne, même si elle ne répond pas à toutes les tensions. La fête de la science est ouverte ce matin avec une exposition organisée dans le hall de l'Assemblée. Le thème, un océan de savoir, pour mieux comprendre ce qu'il se passe sous la surface. Et dans ce journal, nous vous parlerons de cosplay, un loisir qui consiste à incarner un personnage de fiction ou de jeu vidéo en imitant son costume. Et nous irons à la présidence où se tiennent actuellement les finales du championnat Rockstar eSport. Nous y rejoindrons Ararho Maha. Nous ouvrons ce journal avec ce terrible fait divers. Une femme de 82 ans a été violemment attaquée par une meute de chiens ce jeudi à Bora Bora alors qu'elle se promenait. Grièvement mordue à la tête, aux jambes, aux bras et au cou. Elle a été évacuée au CHPF de Taounais. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête est ouverte pour déterminer d'éventuelles responsabilités. Des postes maintenus et même créés à l'hôpital. C'est la bonne nouvelle actée en conseil d'administration de l'établissement ce matin. Cette décision fait suite aux récents audits sur les ressources humaines menées pour mieux cerner les difficultés rencontrées depuis des mois par le personnel hospitalier. Mais cette décision ne réglera pas tout. Thomas Chabrol va y Nauta. Les chefs de service de l'hôpital avaient tiré la sonnette d'alarme en juin dernier face aux besoins urgents du centre hospitalier. Le ministre de la Santé les avait entendus. Depuis 2 ans, 67 personnes sont en CDD dans différents services, avec l'incertitude de l'avenir pour eux comme pour l'établissement. Aujourd'hui, à l'issue du conseil d'administration, le ministre de la Santé a annoncé la pérennisation de ces postes. Au regard de l'audit RH mené en juillet que j'ai demandé, en juin suite au CA très houleux qui s'était passé, on s'est rendu compte que les 67 postes répondaient à une urgence nécessaire et que ces postes, ce n'était pas du surcroît, c'était la réalité de soins, c'était à tous les niveaux, du brancardier à l'aide-soignante, à l'infirmière, au médecin. Cette pérennisation, selon le ministre, doit permettre d'améliorer l'attractivité face à un important turnover de l'ordre de 60% au sein de l'hôpital. Autre annonce qui vient apaiser les derniers mois de tension, la mise en place de la salle d'accueil des urgences vitales. Sa mise en fonction est prise en charge par le pays et une ligne budgétaire est prévue pour y affecter 29 postes. Quand vous êtes un accidenté de la vie très très grave, c'est là que vous allez aller maintenant et pas dans un petit box des urgences où toutes les équipes se retrouvent très vite coincées sans moyens nécessaires et qui fait des files d'attente après sur les autres cas d'urgence. On était le dernier territoire à ne pas avoir de sauve. Elle a été construite quand même au moment de la construction de l'hôpital et jamais utilisée, jamais dotée, sauf dans les périodes de Covid. Une annonce accueillie comme un soulagement pour la Fédération des interprofessionnels des services de la santé, même si pour l'heure, il ne s'agit pas de nouveaux recrutements. On avait besoin d'avoir des vrais postes budgétaires, on les trace maintenant et donc ça permet aux personnes de rester. Et dans l'attente de concours, donc on peut garder maintenant le personnel, il y en a à peu près pour 96 postes. Bien évidemment, on a entendu qu'il manquait encore des postes, mais c'est le deuxième audit qui viendra appuyer cette demande. Navire amiral de la prise en charge des Polynésiens, l'hôpital du Taounais reste toutefois dans une situation difficile. Un audit de fond sera lancé à la fin de l'année afin d'avoir une vision à la fois organisationnelle et financière de l'établissement. Otaï et la CSTPFO ont déposé un préavis de grève illimité au sein de Wild Tahitian Tuna, Vini Vini et du groupe de pêche Moari Ocean Products. Les syndicats estiment que les métiers de la pêche artisanale et semi-industrielle sont menacés. Ils demandent notamment un cadre d'activité spécifique répondant à l'objectif du pays de triplement des capacités de pêche sur 10 ans. Sans accord, la grève sera effective mercredi prochain. Ils préparent leur discours depuis 1 an devant la commission de décolonisation pour parler d'une seule et même voix. La délégation du Tavini s'est envolée pour New York, tout comme les pétitionnaires de l'église protestante Maori. Emma Mathieu les a rencontrés avant leur départ pour l'ONU.
Ils seront moins nombreux cette année à intervenir devant la 4e commission de l'ONU chargée de la décolonisation. 17 élus du Tavini Huir Atira partent pour New York. Leur espoir, que la France adopte une nouvelle position. Cette année, il y a un changement qui est majeur, c'est que c'est la France elle-même qui indique aux différentes formations politiques polynésiennes, Tavini Huir Atira, Tapura Huir Atira, etc., eh bien, de se rendre à la 4e commission. Et donc, officiellement, elle nous indique que nous avons la possibilité de pouvoir nous exprimer devant la 4e commission, ce qui est la démonstration qu'elle y sera. Au moins, le débat commence à prendre au niveau onusien et on n'est plus dans ce fameux déni institutionnel et diplomatique des 10 dernières années. Le président du pays rejoindra les membres de son parti sur place. L'association Mororoa et Tatou, la jeunesse et l'église protestante Maohi seront également représentés par une délégation de 7 personnes. L'église est tout à fait légitime à parler à l'ONU parce que ce sont les églises qui ont créé cette organisation. Ce que nous espérons, c'est surtout d'être écoutés et le fait d'intervenir à travers les organisations mondiales protestantes, ça nous permet d'avoir également un autre poids pour faire porter ce message qui est que la décolonisation avance en Polynésie française. Tous espèrent une évolution dans le dossier décolonisation. La France a cessé sa politique de la chaise vide l'année dernière, mais elle avait refusé de s'engager dans la voie proposée par les indépendantistes. Fera-t-elle cette fois un pas en direction des pétitionnaires? Réponse la semaine prochaine. Un océan de savoir, c'est le thème de la fête de la science, une fête qui s'est ouverte ce matin au Fénois, à l'occasion pour les scolaires et le grand public de mieux comprendre comment fonctionne le monde et ce qu'il se passe dans les fonds marins. Un des sciences a accueilli plus de 500 enfants et adolescents ravis de lâcher leurs cahiers pour manipuler des microscopes et de vrais fossiles. Une séance de découverte à laquelle a assisté pour nous Laure Philibert. Découvrir les mystères du monde et plus particulièrement du milieu marin. C'est ce que propose cette 33e édition de la Fête de la Science. Dans ces stands, des spécialistes, des chercheurs et surtout des passionnés du vivant, heureux de partager leurs connaissances. L'un des grands objectifs de cette fête, c'est de célébrer la science et de mettre en relation les chercheurs, les scientifiques avec le grand public dans le but de vraiment valoriser et d'échanger, de pouvoir vulgariser et aussi de pouvoir, on va dire, mieux faire comprendre certains sujets qui sont parfois d'actualité pour que tout le monde ait une meilleure compréhension des enjeux qui se cachent derrière certaines thématiques. Les élèves sont venus de tout Haïti pour voir comment fonctionne une station météo, un sismographe ou les courants. On sort, on découvre plein de gens, des adultes particulièrement. Et on n'est pas là sur nos bureaux à écrire des exercices et tout. La science, elle est partout, elle n'est pas que dans des établissements, elle est aussi dans les familles, quand on va pêcher, quand on va planter, quand on prend le bateau pour aller à tel endroit. Voilà, la connaissance est partout finalement. Mais oui, le système de la recherche en lui-même, c'est quelque chose que j'ai découvert tard. C'est quelque chose aussi où je ne pensais pas y arriver parce que c'est très difficile au niveau moral et intellectuel. Mais une fois qu'on fait plusieurs stages dans différents labos, qu'on découvre des mentors, c'est une formation qui est possible sur le territoire. Il y a quelques années, c'est au cours d'une visite à la Fête de la Science que Marguerite, chercheuse, a trouvé sa voie. Je pensais un peu à la biologie marine, donc j'étais venue à la Fête de la Science pour pouvoir me renseigner en fait sur les différents projets qu'il y avait, mais aussi métiers que je pouvais ou pas faire, quoi. Et c'est là que j'ai rencontré Vitalia, qui est là, qui en ce temps-là travaillait à la GUMP de Moorea. C'est aussi un des moteurs qui m'a permis d'aller après de me lancer en biologie marine. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que Marguerite a continué dans cette voie-là. Et 10 ans après, on a créé l'association Tamanotete Roto ensemble. Aujourd'hui, elle fait une thèse sur la pêche lagonaire. On a étudié les phénomènes de pente de courant ensemble. Enfin voilà, on a développé plein de choses ensemble et c'est cool quoi.
Si vous aimez les sciences et l'océan, la découverte se prolonge au-delà de cet événement. Rendez-vous sur la page de l'Ifrecorps pour les trophées Toarif 2024, où vous pouvez voter pour votre initiative favorite. Puis le 13 novembre pour célébrer Temana Otemoa Nanui Ahiva, en perspective de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. C'est une première sur le territoire, un concours de cosplay. L'activité consiste à incarner un personnage fictif de jeux vidéo notamment, tant sur le plan physique que par le biais d'un costume que dans sa personnalité. Nicolas Pérez a tendu le micro à 2 participants. Hi. C'est fasciné par le personnage torturé de Jinx dans la série animée Arcane que Puarani a choisi de l'incarner au tout premier concours de cosplay. La jeune femme fait partie des cosplayers en compétition. Fans de manga ou de science-fiction, ces candidats doivent donner vie à leur héros préféré avec un costume fabriqué de A à Z. Un challenge de taille pour Puarani. La partie fabrication du cosplay était vraiment compliquée. J'ai pris beaucoup de temps à le faire, que ce soit le pantalon, le haut, ses chaussures, sa perruque, bien sûr aussi sa perruque surtout. Puarani a consacré plus de 60 heures sur 1 mois et demi à la confection de son costume, un travail acharné qui lui a quand même permis de se faire plaisir et de mettre en pratique sa formation au Centre des métiers d'art. Au final, tu fais un peu de tout, tu fais de la couture, de la peinture, du crafting avec les cartons, tout ça. Et ça englobe ce que j'aime et ce que je sais faire. Animée par sa passion du cosplay et par la valeur sentimentale qu'elle accorde à son personnage, sa participation au concours résonne comme une évidence. C'est surtout pour le côté fun que je participe. C'est pas forcément pour gagner quelque chose, c'est vraiment pour faire le cosplay tout simplement. Ça aussi, mais ce sont des... Dans un tout autre style, Jean-Yves nous entraîne dans l'univers de Star Wars. C'est son amour inconditionnel pour la saga qui a nourri son intérêt pour le cosplay. Le jeune homme décide d'incarner son personnage préféré, Dark Vador, et il ne le fait pas à moitié. Dark Vador est un personnage qui respire déjà, donc il a fallu incorporer une sorte d'eau-parleur pour qu'on puisse avoir une respiration. Il a fallu mettre des ventilateurs parce qu'il fait extrêmement chaud à l'intérieur pour ne pas avoir de la buée sur les verres, sinon on ne voit rien. Mettre des mousses pour que ce soit un peu plus agréable à porter. Compenser la hauteur du personnage qui fait à la base plus de 2 mètres. 2,06 m, je crois l'acteur faisait à l'époque, et du coup moi qui fais qu'1,74 m, il a fallu trouver une solution. Donc des bottes compensées par exemple, avec des talonnettes en plus à l'intérieur pour approcher les 2 mètres. Pour l'heure, 13 candidats participent à la compétition. Le grand gagnant du concours décrochera un billet aller-retour pour Los Angeles afin de vivre ses rêves en plus grand. Nous rejoignons à présent notre journaliste et spécialiste des e-games ce soir. Alors, où vous vous trouvez actuellement sous le chapiteau de la présidence pour les finales du championnat Rockstar Esports. Comment se déroule ce championnat et quelle est l'ambiance sur place ? Bonsoir Davidson et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et bien comme tu peux le constater et l'entendre derrière moi, la soirée ne fait que commencer. L'ambiance est déjà au rendez-vous pour cette Rockstar Esports Championship. En tout cas, ils étaient plus de 200 candidats à concourir. Il n'en reste plus que 18 finalistes qui concourent sur 5 jeux différents. Des jeux tels que Tekken, Street Fighter, Call of Duty Mobile, FC24. Mais le jeu phare de cette soirée reste League of Legends. Je vous propose tout de suite d'accueillir notre invité Maïti Rossoni, organisateur de cette soirée. Maïti, Yorana. Yorana, merci et bonsoir à tout le monde. Alors Maïti, comment est-ce qu'on se prépare en tant que joueur pour cette finale de cette compétition? Je pense que c'est comme tous les sports, on s'entraîne, on répète des mouvements, on essaye de bien faire et on essaye de tenir la pression parce que c'est quand même des enjeux et on a envie de bien faire et de bien montrer son niveau devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il en sera alors du coup des gagnants qui ressortiront de cette soirée, peut-être prétendre à une compétition à l'international? En tout cas, s'ils ne peuvent pas prétendre, au moins ils savent que sur le territoire ils sont plutôt bons, qu'ils sont peut-être les meilleurs. Parce qu'il y a plein de conditions qui peuvent être favorables à un joueur ou à un autre, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, c'est très stressant. Mais en tout cas, c'est les premières étapes vers peut-être des Tahitiens qui vont aller en national, régional ou international pour défendre la Polynésie. Eh bien, merci Maïti, Faïteto en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, sachez-le, il y a 1 500 000 à gagner et à partager entre les gagnants de chaque tournoi, mais également
Paris Game Week. En tout cas, cette soirée Davidson risque d'être e-sport. Merci beaucoup Rahraouma Haa pour toutes ces précisions. Alors qu'un nouvel opérateur fait son entrée sur le marché polynésien du gaz, la société historique Gaz de Tahiti célèbre ses 50 ans. À l'occasion de vous parler de l'histoire de l'introduction du gaz au Fénois, c'était il y a plus de 5 décennies lorsqu'un aviateur, Laurent Le Bihan, décide de concurrencer le pétrole avec une énergie déjà exploitée dans d'autres pays. Un reportage signé Athéna Milcam. Papeete, 1936. Le pilote d'hydravion Laurent Le Bihan est en mission à Tahiti. Il constate que les habitants utilisent essentiellement du pétrole. Il s'imagine déjà introduire du gaz. Il faudrait attendre son retour au Fénois après la Deuxième Guerre mondiale pour voir arriver d'Amérique les premières bouteilles de 50 et 13 kilos. Une de ses filles, Hélène, se remémore cette époque où le remplissage des contenants se faisait grâce à un système de pompe à main. Alors au tout début, il faisait du porte-à-porte avec des réchauds plats, soit à 2 becs ou 1 bec, avec la bouteille, le détendeur, le tuyau, et il posait ça chez les particuliers. Il dit, vous essayez, vous voyez, et puis je reviendrai d'ici une semaine récupérer le... Et 9 fois sur 10, les personnes ne voulaient jamais plus retourner dans le pétrole. Vers la fin des années 60, le développement est tel qu'un premier dépôt de gaz est envisagé à la baie Phaéton à Taravao. Mais les autorités de l'époque s'y opposent et le projet se concrétise finalement à Papeete. Au départ, c'est 3 grands cylindres. Et puis, mon beau-frère, un jour, est venu voir son beau-père. Courtoisement, il lui a dit, écoutez, monsieur Le Bihan, j'ai l'intention de vous concurrencer. Mon père a dit, c'est pas la peine de me concurrencer parce que je n'ai personne derrière pour prendre la relève. Donc, il est préférable que tu me rachètes l'affaire. Et c'est comme ça qu'en 1974, mon père a pu vendre à son gendre, Victor Sioux, le dépôt de gaz. De cette transaction émerge la marque Le Gaz de Tahiti. L'affaire prend un nouvel essor tout en restant dans la famille. Petit-fils de Laurent Le Bihan et fils de Victor Sioux, le PDG actuel de Gaz de Tahiti interrompt à l'époque ses études et contribue à la construction d'un nouveau terminal de gaz sur la zone récifale de Papeete, à Motuuta. Quand nous avons repris l'affaire, il faut savoir que nous vivons la première crise de pétrole en 1973, qui a provoqué surtout des ruptures d'approvisionnement entre l'Australie et la Polynésie. Nous avons tout de suite vu que le dépôt de l'époque n'était pas suffisant pour les besoins de la population. Donc nous avons immédiatement réfléchi à construire un nouveau dépôt de gaz. Un terminal qui fait partie intégrante du paysage de Papeete aujourd'hui. 5 décennies plus tard, cette énergie répond aux besoins des particuliers, mais aussi des professionnels de l'industrie ou encore de l'hôtellerie. L'année dernière, ils étaient 20. Demain soir, 32 participants se réuniront donc au Marais Arauhau à Paea pour la 2e édition de la compétition de danse du feu Territoire. Organisée par Tamatea Andy Colberry, la compétition débutera à 17h30 avec 4 catégories, Tama, Tauria, Aito et nouveauté cette année, les Toa. Le jury sera composé de Hale Motupuaka, un multiple champion du monde de danse du feu, ainsi que de Dante Ai et Heiva Potel, tous 2 champions en Polynésie. À la clé, pour le vainqueur de chaque catégorie, une place pour la compétition internationale de danse du feu qui se déroulera l'année prochaine à Hawaï. Nous écoutons Patou Mamatui, tatoueur, orateur, mais aussi danseur du feu au micro d'Andy Ebb. Et on essaie de peaufiner au maximum pour pouvoir proposer un beau spectacle à toutes les personnes qui vont venir nous soutenir ce soir. Quel est ton objectif? Mon objectif, c'est de bien m'entraîner et de maîtriser tous les mouvements de base d'ici 2 ans. Voilà, c'est la fin de notre journal. Voici votre soirée sur Tahiti Nuit Télévision. Ne manquez pas à 3 épisodes de NCIS Los Angeles au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Nuit Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.